Bonsoir à tous. Bonsoir. On va faire un voyage intérieur. On va commencer par aller voir la Joconde, qui est un tableau que vous connaissez tous. On est tous ensemble au Louvre. Et ça fait pas de doute là-dessus parce que c'est le tableau le plus célèbre du monde. Seulement voilà, comme des millions de personnes, comme vous peut-être, j'étais un jour en face de la Joconde avec mes enfants. Et un touriste vient à passer dans mon dos. Il était furieux, il s'exclame: mais qu'est-ce que c'est que ce tableau? Qu'est-ce que ça veut dire? On m'a dit que c'était un chef-d'œuvre, on m'a dit qu'il fallait que je vienne voir ça. J'ai traversé le monde pour voir ce tableau. Il s'attendait véritablement à autre chose. Comme il était tout juste derrière moi, j'avais très très envie de lui répondre. Mais avant de vous raconter la suite, on va faire un petit détour ensemble. D'abord, mettez-vous à ma place. Vous allez vous dire, finalement, quel imbécile est celui-là. Il connaît rien à l'art, il connaît rien à l'histoire de l'art. Tout le monde sait que c'est le tableau le plus célèbre du monde. Et puis, vous allez peut-être vous dire, finalement, est-ce que je me suis un jour posé cette question de savoir pourquoi un chef-d'œuvre est un chef-d'œuvre? Qu'est-ce qui fait que c'est un tableau? Dans un sens, vous êtes un petit peu comme face à une énigme. Vous avez du mal à comprendre ce que vous avez en face de vous. Vous êtes un peu comme Watson et Sherlock Holmes. Sherlock Holmes dit à Watson, enfin, voyons Watson, vous voyez très très bien ce que vous avez en face de vous. Vous voyez tout très bien, mais vous avez du mal à tirer une conclusion de ce que vous voyez. En vérité, vous êtes devant une femme qui sourit, un portrait de femme qui sourit. Mais vous avez du mal à vous le dire. Vous avez du mal à vous dire que quelle est la conclusion, si vous voulez, à laquelle vous voudriez aller. Alors, cette anecdote, ça fait un petit moment que j'y pense. Elle m'a aidé à formuler un questionnement sur la question du tableau, qui me fait venir ici ce soir et vous parler de cet objet particulier, étrange, qu'on a en face de nous-mêmes, qu'on met au mur, dans les musées, dans les galeries, qui nous interroge, qui nous interpelle, qu'on met devant nos yeux. Et c'est pour cette raison-là que je suis là ce soir, donc pour vous parler de cet objet particulier. Il est particulier cet objet parce que parmi toutes les expressions ou objets que nous fabriquons, nous les êtres humains, à côté de la musique ou d'un livre, il a cette particularité de se donner d'un seul tenant. Il est d'un coup. Il vous vient en un clin d'œil. Avec un livre, vous tournez les pages pour comprendre la pensée de l'écrivain. Avec une sculpture, vous allez être obligé, disons, de tourner autour, ça se passe dans l'espace. Et puis une musique, il va vous falloir du temps pour l'écouter, pour aller jusqu'au bout, pour avoir une émotion. Un tableau, c'est tout de suite. Et c'est ce qui fait sa particularité. L'autre particularité, assez étonnante, c'est que c'est complètement inerte. Vous avez des taches de couleur, c'est fait comme une chose quelque part. Vous avez un châssis avec une toile. Et pourtant, ça va devenir, au fond de votre regard, quelque chose de complètement vivant. Alors, comment parler de ce mouvement à l'intérieur de vous-même qui va s'opérer? Au début, je cherchais une définition à l'université. Je me disais, mince, comment je vais faire? Est-ce que c'est comme ci? Est-ce que c'est comme ça un tableau? Et puis j'en suis venue très vite à comprendre que ce n'était pas une définition qu'il fallait chercher. Si vous voulez, un tableau, c'est un peu comme l'amour, comme la foi, comme un visage. Vous pouvez éventuellement décrire un visage, mais vous ne pourrez jamais euh, définir avec des concepts la personne qui est en face de vous et qui vous sourit, par exemple. C'est pas possible. Alors, j'en viens à j'en viens à vous dire ceci, en fait, que c'est un phénomène d'ouverture de la conscience. Ça nous permet, un tableau, quand il est en face de nous, ça nous permet de décapsuler quelque chose qui est en nous. C'est pour ça que c'est un objet fondamental. Pour que ça marche, il faut qu'il soit suffisamment puissant pour qu'il vous atteigne à l'intérieur de vous-même. Il faut qu'il soit pensant. Pour regarder ce phénomène d'ouverture, je vais vous parler de mon histoire personnelle vécue en tant que peintre. Et puis ensuite, on va regarder ensemble un tableau du XVe siècle que j'ai choisi parce qu'il était particulièrement révélateur de ce phénomène d'ouverture. En 97, je me mets à peindre sans trop savoir de quoi il est question. Simplement, je suis dans l'élan de ma mémoire d'enfant. J'étais fascinée quand j'étais enfant par les tableaux de Van Gogh, ces paysages, avec ces taches de couleurs qui étaient très matérielles et en même temps
qui dégageait une poésie extraordinaire. Donc je suis dans cet élan-là. Et en 2001, je rencontre un tableau qui me met dans un choc émotionnel très profond. Il est peint par un peintre contemporain qui s'appelle Pierre Dunoyer, dont vous avez peut-être entendu parler. Il peint ce qu'on appelle des tableaux abstraits, des taches de couleurs qui sont liées par un filet coloré. Vous allez comprendre pourquoi je décris ce tableau ensuite. Donc je me retrouve dans un choc émotionnel très profond et je cherche à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi-même. Mais qu'est-ce que ce tableau m'a fait? Qu'est-ce que l'effet de quelque chose d'inerte à l'intérieur de moi qui m'avait autant ému? Je me mets à écrire un livre avec ce peintre. On travaille sur cette question du tableau. Et puis, dans le courant de la rédaction du livre, je me retrouve avec un pépin de santé. On me dit qu'il faut que je fasse des examens sanguins. Je fais des examens sanguins. On me dit, vous avez un problème, il y a une enzyme qui s'appelle Jack. Incroyable comme histoire. Jack. Je me dis, quelle tête il a, ce Jack. J'ai envie de voir son visage. Alors, je vais sur Internet et je découvre le visage de Jack. C'est une cellule qui ressemble de manière saisissante au tableau du noyer. Des taches de couleur éparses avec un filet qui entoure tout ça. Je me dis, c'est quand même incroyable. Vous vous rendez compte? Vous vous retrouvez avec quelque chose qui est au-devant de vous, sur un mur, qui n'a rien à voir avec votre histoire personnelle, et qui va venir pointer à l'intérieur de vous-même quelque chose d'essentiel, une de vos cellules particulières. Vous allez me dire, c'est de la folie tout ça, c'est une artiste, ces artistes, enfin il faut bien trouver le moyen de créer, d'inventer des histoires, peut-être. C'est légitime si vous vous dites ça. En même temps, vous allez voir, c'est pas tout à fait terminé, et vous allez comprendre. À la fin de la rédaction du livre, je me retrouve dans un sommeil paradoxal, très profond, et je vois défiler à l'intérieur de ma conscience tout un déroulé d'images, de sensations, qui recompose en fait toutes les étapes de ma vie. C'est comme si se recomposait à l'intérieur de moi-même un tableau, mon tableau. Toute mon existence, je la vois sur un écran géant. Je me dis, c'est quoi ce phénomène? Qu'est-ce qui m'arrive, etc. Et à partir de cette prise de conscience très importante, je me mets à peindre véritablement parce que j'ai compris que j'avais trouvé ma place. Parce que le tableau que j'ai vu à l'intérieur de moi, qui correspondait à celui que j'avais vu à l'extérieur de moi, faisait comme un raccord à l'intérieur. Donc je prends conscience de mon existence véritablement, grâce à ce tableau. Alors, ce phénomène de conscience, on va le regarder concrètement, je vous dis aussi, avec un tableau du XVe siècle. On est au milieu de la Renaissance. C'est un peintre allemand qui s'appelle Holbein. Ça s'appelle Les Ambassadeurs. J'ai choisi ce tableau parce qu'il est très révélateur de ce phénomène d'ouverture de la conscience. Vous avez les deux ambassadeurs là qui sont immenses. C'est un tableau qui fait 2 mètres sur 2 mètres. C'est très, très impressionnant. Vous avez tous ces symboles qui parlent des grandes découvertes de l'époque. Et puis vous voyez au centre du tableau, en bas, une forme grisâtre, un peu étrange. Vous devinez peut-être ce que c'est. Mais à l'époque, on avait peut-être moins l'habitude de regarder des images en ellipse. Alors cette ellipse grisâtre, elle est étrange, elle vous attire, elle vous fait bouger. Elle vous fait bouger physiquement et elle va vous faire bouger à l'intérieur de vous-même. On pourrait croire un tableau historique, mais regardez ce qui se passe. Vous voyez cette ellipse. Elle est sortie de quelque chose qui est en 2 dimensions, un tableau, et elle nous apparaît en 3 dimensions. Cet objet flottant non identifié qu'on voyait tout au début, cet objet flottant non identifié, vient nous apparaître en 3 dimensions. Pour quelle raison un peintre viendrait mettre une tête de mort comme ça au milieu d'un tableau qui parle des grandes découvertes? En fait, c'est assez simple. À l'époque, on utilise les têtes de mort pour parler de la vanité. C'est une manière de nous dire, de rappeler aux êtres humains qu'il y a une finitude, qu'un jour on va mourir. D'accord, très bien, la vanité. D'ailleurs, aujourd'hui, dans un sens, on en voit un peu partout des têtes de mort. Vous entrez dans un magasin et vous voyez des têtes de mort. C'est donc, à l'époque, c'était aussi à la mode qu'aujourd'hui, on pourrait dire ça. Cette tête de mort, elle nous renvoie donc à notre propre néant. Elle nous fait bouger physiquement et elle nous fait bouger
à l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce que c'est morbide? Non, moi je crois que c'est pas morbide du tout. C'est une manière d'entrer en contact avec nous. C'est le peintre qui, par sa pensée, entre en contact avec nous. Il fait une connexion pour nous ramener à notre question fondamentale de notre existence. Dans un sens, ce qu'on arrive à voir avec la peinture, là, c'est que la peinture, l'objet, une fois qu'il est pensant, il va vous retourner à l'intérieur de vous-même. Van Gogh disait que peindre, c'est retourner sa vie comme un gant. Et il me semble que ce mouvement intérieur, d'aller voir à l'intérieur de soi, c'est un mouvement qu'on est tous capables de faire. Alors imaginez un lieu qui ne serait dédié qu'à cela, où on pourrait, en venant peindre, aller interroger cette matière qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Ce lieu existe, il s'appelle un clos-lieu, il a été créé par un homme qui s'appelle Arno Stern, et ça fait plus de 60 ans aujourd'hui qu'il fait travailler des personnes pour qu'elles puissent venir par la peinture formuler leur propre mémoire et arriver à leur tableau. Arno Stern dit qu'à l'intérieur du clos-lieu, on travaille sa mémoire organique. Les scientifiques diraient c'est la mémoire cellulaire à l'intérieur de chaque individu qui se met en place. Vous avez au mur du clos-lieu ces parois qui sont une vibration qui émane de tous les tableaux qui sont passés. Arno Stern reçoit des très jeunes, 18 mois jusqu'à 80 ans, peu importe l'âge. Ce qui compte, c'est que la personne soit accueillie dans son être pour qu'elle se rende présente à elle-même et qu'elle puisse travailler cette mémoire organique à l'intérieur d'elle-même. On n'est pas du tout dans l'art de peindre, on ne cherche pas le chef-d'œuvre, on est juste dans un jeu de peindre. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de thème, il n'y a pas de sujet particulier. On est très loin de l'art de peindre. Et d'ailleurs, quand vous voyez un jeune enfant qui peint, il ne cherche pas à être un mini-artiste, il ne cherche pas à créer même une image ou à décorer. Il n'est ni perdant ni gagnant, il cherche juste à s'incarner, à être là, par la trace qu'il va poser au mur. C'est un constat qu'Arno Stern a fait dans tous les coins du monde. Il a voyagé et il constate partout qu'il y a comme un code universel que nous aurions en chacun de nous et qu'il suffirait juste de développer à l'intérieur de nous-mêmes et sur les murs. Tout ça pour vous dire qu'au milieu d'un monde, dans un monde où on a des écrans, des images sans arrêt, on est bombardé d'informations, il faudrait peut-être ne pas oublier le tableau qui est cet objet fondamental qui travaille avec notre mémoire, notre conscience intérieure. Et à mon avis, nous ne pouvons pas véritablement nous passer parce que c'est une manière, quand on regarde des tableaux, c'est une manière d'envisager aussi notre avenir. Qui nous sommes et quel est notre avenir. Comme promis, nous allons revenir au Louvre. J'étais donc placée juste devant ce touriste. Ce touriste était furieux, je vous le disais tout à l'heure. Et je me retourne et je lui dis tout simplement, la Joconde, c'est la première femme qui sourit en peinture. C'est juste une femme, c'est ni une déesse, ni une reine, ni une princesse, c'est juste une femme. Son mari avait commandé ce portrait pour la remercier d'avoir porté leurs enfants. Et la réaction de ce touriste a été instantanément, en un éclair, de sourire. Il a compris à l'intérieur de lui-même ce qu'il voyait à l'extérieur de lui-même. Quelque part, la Joconde, ça fait des siècles et des siècles qu'elle est là pour nous dire un quelque chose comme, à travers la pensée de Léonard de Vinci, un quelque chose comme souriez, je vous regarde. Merci.